Raoul de Warren. L'insolite aventure de Marina Slotty. 4. Dehors, la tempête s'était apaisée. Le vent, qui avait balayé le Causse pendant des heures, avait cédé brusquement et une couche de neige épaisse de 30 centimètres, et qui allait rendre toute circulation impossible jusqu'au prochain dégel, était le seul témoignage qui subsistât de la tourmente. Le jour s'était levé furtivement sur la maison cernée, qui, longtemps encore, était demeurée silencieuse. Puis la vie avait repris son cours habituel. Corinne, la servante, qui avait dormi cette nuit-là dans une alcôve, avait allumé dans l'âtre un feu de sarment qui pétillait joyeusement. Puis elle s'était affairée pour préparer le repas matinal, et une bonne odeur de café s'était répandue dans la maison. Marina Slotty, elle, continuait à dormir. Elle dormait encore lorsque la domestique regagnait sa chambre, qui était celle où s'était réfugiée la jeune fille, pour y faire un brin de toilette, et elle dormait toujours lorsque Corinne, après avoir contemplé d'un œil stupéfait la forme humaine étendue sur son lit, se retira sur la pointe des pieds pour aller bien vite mettre sa patronne au courant de son étrange découverte. « Décidément, ma pauvre fille, tu n'es qu'une dinde, » avait déclaré celle-ci d'un ton péremptoire. « Comme je te l'ai dit hier soir, cette jeune fille a dû perdre connaissance après avoir frappé et a roulé dans la neige. Lorsque tu as ouvert la porte, tu as regardé si précipitamment que tu ne l'as même pas aperçue. Vous avez peut-être bien raison, notre dame, mais ce que je comprenions point, c'est comment elle a bien pu entrer. Je pense que lorsqu'elle est revenue à elle, elle s'est appuyée contre la porte qui a dû s'ouvrir devant elle, car elle n'avait pas été refermée par toi au verrou. En entrant, la pauvre fille a dû remarquer de la lumière sous la porte de ta chambre. Sans doute, comme une écervelée que tu es, avais-tu oublié d'éteindre la chandelle. Elle a pénétré dans la pièce, où elle a été terrassée par la fatigue. Alors elle a dormi toute la nuit sur mon lit? Naturellement. Et pendant ce temps-là, moi je m'étions contenté d'un mauvais grabat. Pour tenir compagnie à notre dame, pendant cette nuit de malheur, rapport à ce qu'on était toutes les deux seules dans la maison. Tu as été bien contente de dormir près de moi. Et mes frusques, j'avions vu qu'elle avait ôté les siennes, qui étaient toutes mouillées et les avait posées sur une chaise. Elle a mis mon placard au pillage, et s'est adjugé mes plus beaux atours. Elle croyait certainement que la maison était inhabitée. Enfin, nous verrons bien. À qui ressemble-t-elle? À Mamselle Marie-Catherine. Elle est jolie comme un cœur. On dirait une madone. Et toute jeunette avec ça. Sa venue ici la nuit dernière en pleine tempête ne m'en paraît que plus étrange. Je regrette bien de ne pouvoir me déplacer que si difficilement. J'aurais aimé assister à son réveil. Es-tu bien sûr au moins qu'elle n'est qu'endormie? Pour ça, oui. On entend le bruit de sa respiration. Eh bien, ma fille, tu vas aller t'asseoir tranquillement sur une chaise au pied du lit où elle repose, et quand elle aura fini de dormir, tu lui donneras une tasse de café, bien chaud, et tu me l'amèneras. Et mon travail? Qu'est-ce qu'il fera? Ne t'inquiète pas de ton travail, et fais ce que je te dis. Je pense d'ailleurs que tu n'auras pas longtemps à attendre. Il va être 9 heures, et elle ne tardera certainement pas à s'éveiller. Vas-y tout de suite. Ne fais pas de bruit, et occupe-toi en récitant des prières. Corinne avait mouché entre ses doigts la mèche de la chandelle, qui achevait de se carboniser, et l'odeur de la bougie éteinte s'était répandue dans la chambre. Marina Slotty dormait toujours, mais son sommeil n'était plus aussi paisible. Sans doute était-ce la présence de la servante à son chevet qui troublait son repos. Sa respiration devint moins profonde. Elle se retourna sur sa couche, puis ouvrit les yeux. Que lui était-il donc arrivé? Elle avait dû s'endormir à l'intérieur du car et avait fait un mauvais rêve. Mais comment se faisait-il qu'elle fût étendue tout habillée sur ce lit? Elle se redressa, et son regard se posa avec étonnement sur la petite vieille à la figure ridée comme une pomme, qui la considérait en silence. Les souvenirs de la nuit affluaient maintenant tous ensemble, et se bousculaient dans sa tête encore lourde. Sa lutte épuisante contre le vent, son arrivée providentielle dans cette maison isolée, cette lampe qui semblait se déplacer seule, ce squelette habillé à la mode d'autrefois. Oui, un mauvais rêve,
Un rêve absurde. Mais cette bonne vieille qui se penchait sur elle, n'était-elle pas vêtue exactement comme le fantôme à la tête de mort? Que signifiait tout cela? Son angoisse renaissait peu à peu, et une question monta à ses lèvres, à l'adresse de l'étrange garde-malade. « Qui êtes-vous » Un rire frais, qui contrastait curieusement avec l'aspect physique de la domestique, accueillit sa demande. « Corinne qu'on m'appelle. C'est moi la petite servante à madame Dornec, la patronne de cette auberge. » La petite servante. Mais quel âge avez-vous donc? Moi? J'allions comme ça sur mes 18 ans pour vous servir, ma petite demoiselle. Mais faut pas vous agiter. Je vais aller vous chercher une tasse de café bouillant, ça achèvera de vous requinquer. Et elle sortit, laissant Marina au comble de la stupéfaction. Moins de 18 ans, cette joyeuse petite vieille, qui avait l'apparence d'une arrière-grand-mère, prétendait avoir moins de 18 ans. Quelle était cette plaisanterie? Mais tout n'était-il pas extravagant dans cette aventure? La jeune fille se leva et s'approcha de la fenêtre par laquelle elle avait fait la veille le projet de s'enfuir. Elle constata avec étonnement que celle-ci était garnie de solides barreaux de fer. Vaguement inquiète, elle décida d'examiner avec attention le contenu de la chambre. Tout y avait un caractère vieillot et suranné, qui ne laissait pas de surprendre. Elle inspecta méthodiquement le contenu du placard, demeuré ouvert, et la vue de ces effets d'un autre âge lui rappela la façon désuète dont elle était habillée. Les vêtements qu'elle avait ôtés étaient toujours sur la chaise où elle les avait mis. Dès que la domestique reviendrait, elle lui demanderait de les faire sécher, car elle avait hâte de se débarrasser des hardes empruntées à la garde-robe de l'obligeante Corinne. Son regard se posa sur les chromos épinglés au mur. L'un d'eux représentait le siège de Sébastopol et l'autre le prince impérial à l'âge de 10 ans. Un calendrier, tel qu'en distribuaient les facteurs aux approches du 1er janvier, était pendu à un clou. Elle y jeta un coup d'œil et tressaillit. C'était celui de l'année 1870. Décidément, la vie dans cette maison semblait s'être arrêtée avec la chute du Second Empire, car, à n'en pas douter, ces vêtements dont elle était affublée étaient de la même époque, comme l'étaient ces modes d'éclairage anachroniques utilisés par les habitants de cette demeure. C'est alors qu'un léger bruit provenant de la pièce voisine attira son attention. Elle entrebâilla la porte avec précaution, et un magnifique chat noir se glissa immédiatement par l'ouverture et sauta sur le lit. Marina s'approcha pour caresser la bête qui ronronnait doucement, mais contrairement à toute attente, sa main ne rencontra aucune résistance et vint se poser sur la couverture. D'un bond, la jeune fille se rejeta en arrière, le cœur battant. Voilà ses hallucinations qui recommençaient. Le chat n'avait pas bougé, et la regardait placidement, semblant quémander la caresse dont il avait été frustré. Allons, elle ne devait pas s'énerver, il fallait absolument qu'elle dominât sa panique, et pour cela, le meilleur moyen n'était-il pas de se prouver à elle-même qu'elle avait été victime d'une illusion? Ce chat était là, bien vivant sous ses yeux. Il n'y avait aucune raison pour qu'elle ne puisse pas le caresser. Elle tendit à nouveau sa main vers lui, une main un peu hésitante, et à nouveau, celle-ci traversa le corps du chat, comme si l'animal n'avait pas existé, et vint frôler l'étoffe qui recouvrait le lit. Folle. Elle était en train de devenir folle. C'était l'évidence même. Elle croyait voir un chat là où il n'y avait rien. De même que cette nuit, elle avait cru voir une lampe se déplaçant dans l'air sans support, et que quelques instants plus tôt, elle avait cru avoir affaire à une octogénaire alors que son interlocutrice avait à peine 18 ans. Et une angoisse affreuse la pénétra. Tout en reculant loin du lit pour mettre le plus de distance possible entre elle et la bête sans corps, elle posa la main sur le dossier de la chaise, qu'elle souleva sans difficulté, puis sur les différents objets de toilette et bibelots qui se trouvaient sur la commode et qu'elle parvint à déplacer aisément. Cette constatation lui apporta un grand réconfort. Non, elle n'était pas folle, comme elle l'avait craint un moment. Le danger était tout autre. Elle se trouvait dans une demeure où toutes les créatures apparemment vivantes, bêtes et gens, n'étaient en réalité que des fantômes. Et dans quelques secondes, Corinne, ou plutôt l'entité désincarnée qu'elle prenait pour Corinne, allait revenir avec une tasse de café fumant à son intention. À cette pensée, Marina fut saisie de panique. Certes, puisqu'elle pouvait déplacer sans difficulté des objets matériels qui l'entouraient, elle pourrait prendre la tasse qu'on allait lui tendre,
Mais qu'adviendrait-il si elle venait à toucher les mains ou le visage de la petite servante? Non, elle ne pourrait jamais supporter ce contact, ou plutôt cette absence de contact, avec un fantôme humain. C'est alors à coup sûr qu'elle deviendrait folle et hurlerait de terreur. La seule chose à faire était de se barricader dans cette pièce, en attendant d'aviser au moyen de fuir cette maison peuplée de spectres, mais auparavant elle devait se débarrasser de ce mirage de chat qui la terrifiait. Elle entr'ouvrit la porte, et réunissant tout son courage, elle poussa un ou retentissant pour chasser l'animal. Surprise, la bête fit un bond par-dessus la commode, en renversant au passage un petit vase qui vient se briser sur le plancher, et elle s'engouffra dans l'ouverture. Marina referma la porte et tourna la clé dans la serrure. Puis elle s'agenouilla, hébétée, et se mit machinalement à ramasser les débris du vase. Une épouvante sans nom s'était emparée d'elle. La vérité commençait à se faire jour dans son esprit. Une vérité qui était infiniment plus grave que tout ce qu'elle avait craint jusqu'alors. Un chat qui fait tomber un vase en le frôlant est bien un animal en chair et en os, et non un fantôme de chat. De même, Corinne n'était pas un fantôme de servante. C'était elle, Marina Sloti, qui était devenue un fantôme. Elle avait l'apparence d'une personne vivante, mais en réalité, elle n'était qu'un reflet. Ce n'était pas sa main qui avait traversé le spectre du chat. C'était le corps du chat qui n'avait pas été touché par la caresse de sa main immatérielle. Le calendrier cloué au mur était là pour lui donner l'explication. Elle n'était plus en 1959, elle était en 1870. Comme tous les fantômes, elle pouvait déplacer les objets, mais vis-à-vis des êtres vivants à cette époque, comment son corps aurait-il pu être autre chose qu'une image du futur, puisqu'elle n'était pas encore née? Anéantie par la découverte qu'elle venait de faire, elle demeurait à la même place, complètement prostrée, en écoutant sans les entendre les appels et les protestations de Corinne, furieuse de s'être heurtée à la porte fermée, et qui tambourinait vigoureusement contre le panneau pour essayer de se faire ouvrir.